Donc début de la correction de l'exercice 4. Donc dans cet exercice, on a Rn qui est la somme de k égale n plus 1 à plus l'infini des 1 sur k carré. Donc la série de termes générale 1 sur k carré, ça fait partie des séries de référence. On a la somme des 1 sur k puissance alpha avec un alpha qui est strictement plus grand que 1. Constant, et donc dans ces cas-là, c'est une série convergente. Donc la série sigma des 1 sur k carré converge, et donc ce qu'on appelle Rn ici, c'est exactement ce qu'on a dénommé Rn dans le cours, c'est le reste de la série. Et on a bien indiqué dans le cours que le reste de la série, c'est quelque chose qu'on considère uniquement dans le cas des séries convergentes. Donc là, on a une série convergente. On sait que le reste, quand petit n tend vers plus l'infini, ce reste tend vers 0. Alors, en quoi est-ce que ce reste est intéressant d'un point de vue numérique, par exemple? Eh bien, le reste, dans le cas où la série converge, les termes sont de plus en plus petits, bien entendu, c'est une condition nécessaire de convergence. Et donc les 1 sur k carré sont de plus en plus petits. Donc ça veut dire que la somme de la série, qui est la somme pour k allant de 1 à plus l'infini, eh bien cette somme de la série peut se décomposer en deux sommes, la somme partielle, la somme de 1 à n, plus la somme de n plus 1 à plus l'infini. Et donc quand petit n tend vers plus l'infini, le reste tend vers 0, donc ça veut dire que Sn, la somme partielle, tend vers la somme de la série. Et donc la question c'est, eh bien la différence entre Sn et S, c'est Rn. Donc c'est comme ça qu'on l'a écrit aussi dans le cours. Rn, c'est la différence entre la somme de la série et la somme partielle. Et donc, ce reste-là, eh bien en fait, c'est si vous voulez, comme c'est la différence entre la somme de la série et la somme partielle, quand on arrive à majorer le reste, eh bien on arrive à majorer l'erreur qu'on fait en approximant la somme de la série par la somme partielle. Donc d'un point de vue numérique, ça peut être intéressant, par exemple, de se dire que vaut la somme de la série, je veux juste une approximation, et bien il suffit de calculer Sn. Ok, mais si on calcule Sn, on fait une erreur, bien entendu. Quelle est cette erreur? Et bien cette erreur, c'est Rn. Et donc on majore comme ceci Rn. Voilà, pour revenir sur la somme de la série. Donc il fallait démontrer cet encadrement ici, sigma des 1 sur k carré entre n plus 1 et p, qui est compris entre deux intégrales. Donc à nouveau, on va commencer par intégrer, enfin regarder une fonction, la fonction qu'on intègre, la regarder sur un intervalle de longueur 1. Donc j'ai eu quelques questions hier là-dessus, après le TD. Donc puisqu'on intègre avec la variable t ici, c'est t qu'on prend comme variable et donc qu'on considère dans un intervalle de longueur 1 ici. Donc l'intervalle k plus 1 qui est de longueur 1. Donc t, je l'ai pris entre k et k plus 1. Alors on peut prendre k-1 et k, c'est pareil, puisque tout dépend après où est-ce qu'on va sommer. Donc bon, je l'ai pris entre k et k plus 1. On a une fonction décroissante, donc on a l'encadrement de 1 sur t carré. Une fois qu'on a encadré 1 sur t carré, on intègre entre k et k plus 1. À gauche, c'est l'intégrale d'une constante, donc c'est la constante fois la longueur de l'intervalle, c'est-à-dire fois 1, donc c'est la constante. Pareil à droite. Une fois qu'on a ce deuxième encadrement ici, eh bien ensuite on va sommer. Et donc c'est justement dans le choix pour quel cas est-ce qu'on somme que ça devient intéressant. Donc là, on veut faire apparaître la somme entre n plus 1 et p, donc on peut logiquement se dire, bon, on va sommer entre n plus 1 et p. Alors à droite, quand on fait ça, on a bien exactement la somme qu'on va avoir, on a exactement la somme entre n plus 1 et p des 1 sur k carré, mais à gauche, par contre, on a la somme évidemment de n plus 1 à p, mais des 1 sur k plus 1 au carré, donc c'est pas tout à fait ce qu'on veut. Donc on va uniquement conserver l'inégalité de droite dans pour passer à la ligne en dessous, maintenant là où je suis. Et donc la somme des intégrales de k à k plus 1, quand on somme entre n plus 1 et p, on utilise bien entendu la relation de Schall des intégrales. C'est l'intégrale de n plus 1 à n plus 2, plus l'intégrale de n plus 2 à n plus 3, etc. jusqu'à l'intégrale jusqu'à p plus 1, donc c'est l'intégrale de n plus 1 à p plus 1. Donc là, on a obtenu l'inégalité de gauche de ce qu'on voulait obtenir.
Et puis après, alors soit j'aurais pu reprendre l'inégalité, non plutôt, pardon, ici, et puis non pas sommer entre n plus 1 et p, mais entre n-1 et p-1, pour regarder l'inégalité de gauche, ou alors j'ai refait le calcul entre k-1 et k. Bon, différentes façons de faire, en tout cas il faut changer d'indice. Là on a utilisé l'inégalité de droite, donc la minoration de la somme par l'intégrale, et donc là on va regarder l'inégalité de gauche, et donc ça va être la majoration de la somme par l'intégrale. Donc je ne tiens pas compte de l'inégalité qui est ici, je prends uniquement celle-ci. Donc c'est exactement la même idée, en sommant entre n plus 1 et p, et sauf que là on est parti avec un t qui était compris entre k-1 et k, donc l'intégrale est entre k-1 et k. Et donc quand on somme, on a une majoration par une intégrale entre n et p, c'est exactement ce qu'on voulait obtenir. Voilà, donc ne vous étonnez pas si quand vous faites, quand vous partez d'un encadrement de votre variable d'intégration sur un intervalle de longueur 1, ne vous étonnez pas si vous ne trouvez pas forcément le bon encadrement, mais que si vous n'avez qu'une moitié d'encadrement. Si vous n'avez qu'une moitié d'encadrement, c'est qu'il faut faire un raisonnement extrêmement similaire en décalant les indices. Voilà, donc finalement, on a bien cet encadrement-là. Bon, il n'y a pas normalement de grosses difficultés pour obtenir ceci. Alors, il faut en déduire un équivalent du reste. Donc, en déduire un équivalent du reste, hein, ça veut dire, l'équivalent est donné, là, c'est 1 sur n. Donc, ça signifie que n fois Rn tend vers 1. Toujours le voir comme ça. Hein. L'équivalent, c'est le quotient Rn sur 1 sur n, qui doit tendre vers 1, et donc Rn sur 1 sur n, c'est exactement nRn. Alors comment faire ça? Eh bien, le reste, c'est la somme pour k allant de n plus 1 à plus l'infini. Donc, il va falloir faire tendre p vers plus l'infini. Avant de faire tendre p vers plus l'infini dans la somme, donc aussi à gauche et à droite, j'ai calculé les intégrales à gauche et à droite, puisqu'on a une fonction très, très simple, dont on a une primitive. Donc on a une primitive de la fonction intégrée, on peut donc calculer la valeur de l'intégrale, et donc c'est 1 sur n moins 1 sur p à gauche, et puis à droite 1 sur n plus, oui à droite, non c'était à droite, et maintenant à gauche, 1 sur n plus 1 moins 1 sur p plus 1. Ce qui nous donne donc, je reprends l'encadrement qui est encadré, mais au lieu d'avoir une intégrale à gauche et à droite, donc à gauche on a 1 sur n plus 1 moins 1 sur p plus 1, et 1 sur n moins 1 sur p. Cet encadrement-là, c'est très important, il est vrai quel que soit p supérieur ou égal à n plus 1. On ne l'avait pas précisé au départ, mais voilà, pour p plus grand que n plus 1, enfin je l'ai écrit mais je ne l'ai pas dit, hein. Donc on considère bien un p supérieur ou égal à n plus 1. Et donc comme c'est vrai, surtout ce qui est important là-dedans, c'est le quel que soit, en particulier. Donc ça veut dire pour p aussi grand que l'on veut. Donc on peut considérer que l'encadrement est ici. On a une suite à gauche qui dépend de p, on fixe n. Au centre, on a quelque chose qui dépend de P, et à droite aussi, on a, pour le terme majorant, quelque chose qui dépend de P. Et donc, on peut passer à la limite quand P tend vers plus l'infini, puisque on sait qu'à droite, à gauche et au centre, tout le monde converge. Donc, ça nous donne un nouvel encadrement, et cette fois-ci, on a un encadrement de Rn, donc entre à droite 1 sur n et 1 sur n plus 1 à gauche. Dernière remarque, hein, si jamais on avait un encadrement strict ici, quand on passe à la limite, on perd le côté strict de l'encadrement, et on aurait de toute façon un encadrement large. Alors une fois qu'on est ici, eh bien Rn est compris entre 1 sur n et 1 sur n plus 1. Alors là je conclue un petit peu rapidement en disant que le 1 sur n plus 1 est équivalent à 1 sur n, puisque le quotient des deux, n sur n plus 1 tend vers 0. Et donc, eh bien à gauche, si on voulait faire très très je dirais pas très proprement, mais en revenant à la définition, en revenant à la définition, donc il faudrait multiplier toute l'égalité, tout l'encadrement pardon, par n, et donc on aurait n sur n plus 1 inférieur ou égal à nRn inférieur ou égal à 1. Et donc on a bien une limite à gauche qui tend vers 1, à droite aussi, par théorème d'encadrement. On a Rn. Mais bon, je pense qu'il faut aussi essayer d'éviter de revenir, enfin c'est bien de revenir à la définition, il n'y a aucun souci, mais il faut aussi avoir une intuition, bien comprendre que 1 sur n plus 1 est équivalent à 1 sur n, donc on a deux termes qui sont équivalents à droite et à gauche, et donc par transitivité, le Rn est équivalent à 1 sur n. Voilà pour l'exercice 4.5.
Alors l'exercice 5 est un exercice dont le résultat est extrêmement classique, il faut le connaître aussi. Donc j'insiste, hein, il faut avoir des références sur ces séries. UN, là, c'est donc la différence entre la somme de k égale 1 à n d1 sur k. Donc ceci est la somme partielle de la série harmonique. Il faut absolument savoir, je l'ai déjà dit, que la série harmonique divergeait. Mais elle diverge et on a déjà vu dans un ou deux exercices qu'elle est équivalente, en fait, la somme partielle est équivalente à ln de n. Donc elle diverge, la somme partielle, mais elle est équivalente à ln de l, donc ça nous donne une vitesse de divergence. Et bien ce qu'on va faire maintenant, c'est de regarder la différence entre la somme partielle et son équivalent. Et donc on va démontrer, et c'est un résultat très très classique, que en fait la somme partielle et son équivalent donc ont la différence à une limite finie. Et cette limite finie, c'est une constante qu'on appelle gamma généralement, et surtout qui est appelée la constante d'Euler. Donc c'est un résultat qui a été démontré par Léonard Euler, hein, qui est très, très ancien, 16e siècle si je dis pas de bêtises. Ou 17 peut-être, plutôt 17 pardon. Non, je crois que c'est 18. Il faudrait que je revoie. J'ai un petit, oui, je confonds. Les années 1700 et quelques, 1730 je crois à peu près pour Léonard Euler. Voilà, enfin, en tout cas, la différence entre les deux, là, a une limite finie. C'est un résultat classique et la constante de l'air a été sujet régulièrement de sujets de concours. Alors, ce ne sera pas au niveau central, ce sera plus compliqué au niveau central, mais ça fait partie des choses à connaître. Ça peut très bien apparaître dans une partie d'un sujet. Voilà, c'est très très classique. Alors on est parti. Donc l'idée utilisée ici, c'est de considérer delta n la différence entre deux termes consécutifs de la suite. Et donc on fabrique comme ceci quelque chose qu'on a énoncé dans le cours, qui est donc une suite télescopique, puisque la somme des delta n, donc les termes vont se télescoper, et la somme des delta n donc est au signe près à un un plus ou moins u0, enfin tout dépend où est-ce qu'on commence. Alors on commence pas à 0, on va commencer à 1 ou à 2 ici. Mais donc la somme des delta n, on fabrique comme ça une suite télescopique. Donc bien penser que la série de termes générale delta n est égale au terme général de la suite un. Donc pour étudier la suite un, on va passer par la série des delta n. La série de termes général delta n. Voilà un lien entre suite et série là qui va être très clair sur cet exemple-là. Enfin très clair, j'espère qu'il va être très clair en tout cas. Alors voilà, je voudrais recentrer un petit peu les choses. Ok, donc montrer que la série sigma des delta n converge, donc c'est parti. Alors pour démontrer qu'elle converge, puisque c'est une série télescopique, et bien donc, delta n, j'ai écrit la différence, un moins 1 moins un, et là j'avoue que j'ai été un petit peu rapide pour le égal qui est ici, c'est-à-dire que le un-1, j'ai écrit dans ma tête que c'était la somme de 1 à n-1 d1 sur k, moins la somme de 1 à n d1 sur k qui apparaît dans le un. J'ai mis les logarithmes dans ma tête un petit peu derrière. Et donc la différence des deux sommes est égale à moins 1 sur n. Voilà. Et puis les deux logarithmes qui apparaissent ici, donc le premier qui vient de un-1, puis le deuxième qui vient de un. Alors bon, très bien, tout ça il faut démontrer que le delta n converge, sigma des delta n converge. Donc ce que j'ai fait ici, c'est que l'idée, c'est de regarder ce que c'est que delta n, et là on voit qu'on a du ln de n-1 moins ln de n, et l'un avec un moins plus, l'autre avec un plus, et donc on peut se dire qu'intuitivement la différence entre les deux va être de plus en plus petite. Voilà. Alors donc on utilise la propriété du logarithme, le logarithme d'une différence c'est le logarithme des quotients, on est sur r plus étoile bien entendu ici, donc on peut utiliser ça. N et n-1 sont dans r plus étoile. Le n-1 sur n devient un 1 moins 1 sur n, et ceci permet d'écrire donc un développement limité. Alors là, le développement limité du logarithme, il faut aller à l'ordre 2, puisque les termes à l'ordre 1 vont s'éliminer. Le moins 1 sur n s'élimine avec le moins 1 sur n du développement limité. Si on n'écrivait pas le terme à l'ordre 2, on aurait un petit taux de 1 sur n. Et une somme de petits taux de 1 sur n, on ne peut pas conclure. Voilà. Donc attention, il faut aller
à l'ordre suivant, donc rajouter, aller à l'ordre 2, avoir un petit taux de 1 sur n carré. On a donc un moins 1 sur n2 ici. On a donc un équivalent de delta n qui est 1 sur 2n carré. Alors cet équivalent de delta n en 1 sur 2n carré, on avait déjà eu ce type de réflexion. Même si le petit taux, on ne connaît pas son signe, attention à ça, hein. Il peut très bien être positif comme négatif comme changer de signe, peu importe, le petit taux est négligeable, le petit taux de 1 sur n carré est un terme négligeable par rapport à 1 sur 2n carré. Donc pour n assez grand, on peut affirmer que le delta n va être du signe de 1 sur 2n carré, donc va être positif. Donc on peut affirmer qu'on a une série à terme positif, dont le terme général est équivalent à 1 sur 2n carré, le passage de cette ligne-ci, l'avant-dernière à la dernière, nous donne un équivalent du delta n à 1 sur 2n carré. Et donc là, on est dans le cadre des séries à terme positif. Ce qu'on ne pouvait pas, évidemment, affirmer tout de suite, c'était peut-être pas évident. D'accord? Donc attention, les équivalents ne peuvent s'utiliser que dans le cadre des séries à terme positif. C'est bien notre cas ici. Donc comme on est avec une série à terme positif, on a un équivalent avec 1 sur 2n carré, en tout cas, ceci est une série, c'est le terme général pardon, d'une série qui converge, puisqu'on a du n puissance alpha avec un alpha strictement plus grand que 1. Donc on a un delta n qui est équivalent au terme général d'une série convergente. Donc la série sigma des delta n converge. Voilà, donc passer par un équivalent, on l'a déjà fait hier, mais là il fallait aller un petit peu plus loin, et donc quand on va un petit peu plus loin et qu'on veut écrire des égales, la seule méthode, hein, c'est de passer par un développement limité. On n'additionne pas des équivalents par exemple. Donc on n'aurait pas eu le droit d'additionner le moins 1 sur n et le moins plus 1 sur n par exemple. Donc il faut passer par un développement limité. Alors ça, c'était la première partie de la question, montrer que la série sigma des delta n converge. Ensuite il fallait en déduire que la suite un converge. Donc on va effectuer le lien entre un et delta n. Eh bien, tout simplement, la série sigma des delta n est une suite télescopique. Oui, alors là, je suis vraiment allé rapidement. Hein. Et donc, quand on somme, par exemple, si on calcule la somme de k égale 1 à n des delta n, eh bien, on va... alors, attendez. Non, c'est somme de k égale 2 à n des delta n. Donc, on va trouver u1 moins un. Voilà. U1 moins UN par télescopage, et donc U1 est constant, et donc UN converge. Bon, je suis allé vraiment rapidement ici, mais si vous êtes à l'aise, il n'y a aucun souci. Hein. Vous pouvez, une fois de plus, hein, ce que je m'autorise à écrire, bien entendu, je vous autorise à faire la même chose, c'est juste que j'ai pas trop détaillé. Donc la série télescopique, c'est une série télescopique, donc la suite de termes général UN est de même nature que la série de termes général delta n. Voilà. Et donc on note gamma à la limite, donc voilà le fameux gamma, la constante de l'air. Donc là on vient d'affirmer hein, que la somme partielle sigma de k égale 1 à n d 1 sur k, moins le logarithme a une limite finie. Quand n tend vers plus l'infini. Alors, petit 2, en utilisant la fonction f, donc qui est donnée là, montrer que delta n est décroissante, que la suite delta n est décroissante. Alors, il faut trouver le lien entre f et delta n. Alors, grâce au calcul qui est au-dessus ici, la troisième ligne, eh bien, le lien apparaît assez nettement, mais évidemment, il faut avoir fait ce calcul. Et donc, le lien, c'est donc que f de n est égal à delta n. Donc, delta n, c'est l'expression qu'on a donnée là-haut, et c'est donc f de n. Donc, puisque delta n est égal à f de n, pour une fois, on va pouvoir dire quelque chose. Il va y avoir un lien direct entre la monotonie de la fonction et la monotonie de la suite. Alors attention, hein, très souvent, quand dans une suite et une fonction avec des liens entre la suite et la fonction, c'est pas parce que la fonction a une certaine monotonie que la suite a cette même monotonie. Mais là, puisque le delta n est f de n, si f est décroissante, ça veut dire, eh bien par exemple, si n est inférieur ou égal à n plus 1, f de n va être supérieur ou égal à f de n plus 1, donc delta n sera supérieur ou égal à delta n plus 1. Donc ici on a bien un lien, la monotonie de la fonction est égale à la monotonie de la suite, si monotonie de la fonction il y a. Donc pour prouver cette monotonie, eh bien tout simplement j'ai dérivé la fonction, alors là où on peut la dériver, donc je ne me suis pas embêté, j'ai pris sur 2 plus l'infini.
Donc j'ai calculé l'expression de la dérivée, il y a un petit calcul pas bien méchant, vous voyez qu'il y a du 1 sur x2, 1 sur x2, surtout vous factorisez hein, par ce genre de terme puisqu'on cherche le signe de la dérivée, donc on factorise par le 1 sur x2, et donc va rester quelque chose dans le crochet là qui s'écrit tout simplement en moins 1 sur x moins 1. Voilà, donc quand x est plus grand que 2, tout ceci est négatif, le dénominateur est positif, le numérateur est négatif, donc la dérivée est négative, et donc la fonction f est décroissante strictement, et donc la suite est strictement décroissante. Voilà. Juste une remarque aussi, attention au strict, alors là c'était pas demandé, mais attention au côté strictement décroissant, et si vous dites pas strictement, c'est décroissant au sens large. Euh, il y a des fois un manque de précision que j'ai remarqué dans vos devoirs là-dessus. Voilà. Donc pensez à faire attention, entre autres la stricte monotonie d'une fonction dans le cas où vous utilisez le théorème des valeurs intermédiaires et que vous voulez démontrer l'unicité de la solution d'une équation. Pensez bien là, au côté strict. S'il n'y a pas strict, on n'a pas l'injectivité, donc on n'a pas l'unicité. Petit 3. Déterminer une primitive petite f de petit f pardon, sur 1 plus l'infini. Donc on va commencer par ça. Donc petit f de x, c'est la somme, enfin c'est moins 1 sur x, moins ln de x moins 1 plus ln de x. Alors le moins 1 sur x, la primitive d'une somme, hein, c'est la somme des primitives. Moins 1 sur x, ça se passe bien. Et puis ensuite, on a du ln de x moins 1 et du ln de x. Alors, on avait, je pense que beaucoup ont retenu hein, une primitive de la fonction logarithme. Donc, une primitive du logarithme, c'est x ln de x moins x. Et là, généralement, assez naturellement, vous trouvez une primitive de la fonction qui a x, c'est aussi ln de x moins 1, et c'est x moins 1, ln de x moins 1, moins... alors, on pourrait écrire x moins 1, mais en fait, le moins 1 est une constante qui sert à rien, donc moins x. Et comme il y a un moins devant tout le monde, là, ça devient un plus x. Voilà, et donc j'ai redétaillé ici le fait que par un petit changement de variable, en quoi la primitive qu'on connaissait du logarithme nous permet d'avoir une primitive de la fonction qui a t associé à ln de t-1. Voilà. Donc pourquoi c'est bien x-1 ln de x-1 moins x moins 1 ou moins x plus une constante. Enfin, une primitive quelconque. Voilà, donc la primitive, l'expression de la primitive en fonction de x, je l'ai donnée dans l'encadré qui est ici. Non, je ne l'ai pas donné d'ailleurs, l'encadré qui est ici. Ah, d'ailleurs, je n'ai pas donné. Ah oui, je l'ai pas donné. C'est pas bien. Donc le moins 1 sur x, hein, bien entendu, on a une. Ah si, excuse-moi. Moins 1 sur x, c'est un logarithme qui est là, pardon. Et l'expression de la primitive est ici. Voilà. Donc bon, c'est pas très méchant comme question, c'est même pas méchant du tout normalement. Alors puis montrer que gamma est compris entre 1,5 et ln de 2. Alors là, attention, c'est typiquement le genre de question où le début est facile et après le reste ça demande beaucoup plus de travail. Alors, il faut trouver un lien entre évidemment gamma et la primitive. Alors si on a une primitive de petit f, ça veut dire qu'il faut avoir une intégrale de f. Et donc si on a une intégrale de f, eh bien on a une intégrale, on a une somme, donc on va réutiliser série et intégrale. Donc voilà l'idée, je pense que démarrer dans cette question-là n'était pas forcément évident. Donc j'ai repris un intervalle de longueur 1, j'ai pris k-1k, j'aurais pu prendre k plus 1, tout dépend où est-ce qu'on somme. Donc ma variable d'intégration t est dans l'intervalle k-1k. Et donc pour t dans k-1k, eh bien, la fonction f est décroissante, donc on va avoir l'inégalité f de k inférieure ou égale à f de t, et deuxième inégalité f de t inférieure ou égale à f de k-1. F de k, c'est le delta k. Voilà, f de k-1, c'est delta k-1, donc ça on avait déjà vu ce lien. Et donc l'idée ici, eh bien, on nous parle d'une primitive de petit f, donc on va intégrer. Et quand on intègre à nouveau sur un intervalle de longueur 1, eh bien à gauche, on a un delta k qui est une constante, et donc à gauche, on conserve le delta k. Et au centre de l'encadrement, eh bien, on a l'intégrale entre k-1 et k. Alors ensuite, une fois qu'on a intégré à nouveau, on somme. Et donc là, j'ai sommé entre 3 et n. Alors pourquoi entre 3 et n? Parce qu'ici, on a du k-1. Et donc on va se retrouver avec une intégrale de 2 à n. Et puis, oui, en commençant à delta k ici, voilà, comme le delta k
Alors, pourquoi j'ai semé? Parce que le delta k il vaut un moins un. Donc en commençant à 3, on va commencer le u à 2. Et c'était, je crois, ce qu'on voulait. Euh, Ça permet de faire apparaître un, donc c'est l'intégrale de... Donc u2 moins un est majoré par l'intégrale de 2 à n de f de t dt. Et ensuite, donc j'ai toujours pris t compris entre k et k-1, mais cette fois-ci, j'ai sommé entre 3 et n plus 1 pour faire apparaître dans cette somme-là le dernier terme qui est le delta n, le plus grand indice est n, et donc puisque le plus grand indice est n, ça permet de faire apparaître cette fois-ci à droite le un. Voilà. Donc l'idée, de toute façon, c'est vos bornes de sommation, il faut faire apparaître d'une façon ou d'une autre un. Une fois de plus, en fait, on a un encadrement de l'intégrale par quelque chose qui dépend de un à gauche pour la minoration et par quelque chose qui dépend de un à droite pour la majoration. Et on retourne, entre guillemets, cet encadrement de l'intégrale en un encadrement de un par des intégrales. Donc la deuxième inégalité, par exemple, qui est une majoration de l'intégrale en fonction de un, en passant le n à gauche, devient une majoration de un par l'intégrale, et donc ça devient la majoration de un qui est ici. Ça, c'est la deuxième inégalité, et la première, bien entendu, est à gauche. Alors, on a un encadrement de un, voilà, par l'intégrale, et donc le fait d'avoir une intégrale de petit f, on va utiliser la primitive qu'on a déterminée tout à l'heure, et donc cette intégrale par exemple à gauche de 2 à n de petit f vaut grand f de petit n moins grand f de 2. Alors il y a un moins devant, donc c'est moins grand f de petit n plus grand f de 2. Alors le grand f de 2 c'est assez simple, il vaut ln de 2, et donc on va calculer grand f de petit n avec l'expression qu'on a. Et donc l'expression est ici. Alors voilà, quand je disais, voilà, là on a une question un petit peu plus difficile. On a des expressions qui sont beaucoup plus longues, à gauche et à droite aussi pour la majoration. Alors on a quand même quelques petites simplifications. On a du ln de n qui se simplifie ici, donc qui plutôt se factorise, excusez-moi. Donc on a du ln de n qui se factorise, avec un facteur de 1 moins n, qui est donc l'opposé de n-1, qui est donc le même facteur que n-1, et donc on peut refactoriser par n-1, et donc on a un n-1 facteur d'une différence de logarithme, et la différence de logarithme, c'est le logarithme du quotient. Donc il faut voir ça aussi. Là, c'est exactement la même chose, on a du logarithme de n-1, logarithme de n-1, qu'on va refactoriser, donc on a moins n, moins 1 plus 1, là ça se simplifie. Donc on va avoir du n ln de n-1, n plus 1 pardon, et du n ln de n. Donc on refactorise par n, on a une différence ou une somme de logarithmes, une différence plutôt, et donc on écrit ça comme le logarithme d'un quotient, à nouveau. Voilà, donc il y a des simplifications qui s'opèrent pour l'encadrement de un, et cet encadrement donc là est vrai pour tout n. Et ce qu'on veut, donc nous, c'est un encadrement donc, de gamma, donc la limite de un. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement regardé ensuite la limite quand n tend vers plus l'infini à gauche, puisque c'est un encadrement vrai pour tout n. Donc on va faire tendre n dans cet encadrement vers plus l'infini, et ça va nous donner un encadrement de la limite de un, et la limite de un c'est gamma. Donc on va bien avoir, en faisant tendre n vers plus l'infini, dans l'encadrement, un encadrement de un. Alors le n-1 ln de n-1 sur n, évidemment c'est une forme indéterminée, puisque le n-1 tend vers plus l'infini, le quotient tend vers 1, et donc le logarithme tend vers 0, donc c'est 0 fois l'infini, on a une forme indéterminée. On s'en sort comment? Eh bien le n plus 1 sur n qui tend vers 1, on l'écrit sous la forme 1 plus quelque chose, donc on transforme. Bon bah tout simplement ça c'est 1 plus 1 sur n. Et donc là on a un équivalent du logarithme en 1 sur n, que je n'ai pas écrit, et donc par le produit, puisqu'on peut multiplier les équivalents, donc on a un équivalent de ceci, qui est donc n fois 1 sur n, et donc c'est équivalent à 1, donc la limite à gauche c'est 1. L'expression qui est là tend vers 1,
oui, l'expression qui est là, oui, pardon, excusez-moi, voilà, l'expression qui est là, ah, non, pardon, excusez-moi, c'est pas celle de gauche, c'est celle de droite, c'est n plus 1, à gauche c'est n moins 1, et là on était à droite, pardon, on est sur la majoration. Donc l'expression qui est là tend vers 1, donc la différence 1 moins le n ln de n plus 1 sur n tend vers 0, et donc la limite à droite c'est ln de 2, donc on a une majoration par ln de 2. Maintenant, on va s'occuper du terme minorant, donc le ln de n-1 sur n. À nouveau, le n-1 sur n tend vers 1, donc il faut se débrouiller pour l'écrire 1 plus ou moins quelque chose. Donc si on veut faire apparaître le 1, eh bien, il faut faire apparaître le dénominateur au numérateur, ce qui est déjà le cas puisqu'on a du n. Donc là, on a n sur n moins 1 sur n, donc 1 moins 1 sur n. On a un équivalent du logarithme de 1 moins 1 sur n en plus infini qui est équivalent à moins 1 sur n, fois n, donc on a un équivalent moins 1, donc le produit tend vers moins 1. Et donc, à gauche, le produit tend vers moins 1 plus 3 demi, ça nous donne plus 1 demi, pardon. Et donc on a un minorant de gamma avec 1 demi, donc un encadrement de gamma entre 1 demi et ln de 2. Voilà, donc là il y avait une bagarre, hein, sur la fin de la question et l'utilisation de la primitive. Alors pour l'exercice 6, donc on a un, une suite décroissante de limites nulles, et on pose Sn, c'est la somme de k égale 0 à n des moins 1 puissance k uk. Donc là on est dans le cadre typique des séries alternées. Donc, donc vous voyez, on a eu trois choses, hein, tout à l'heure. L'exercice 4, je reprends un petit peu quand même, il faut bien voir le cadre qu'on a, hein. L'exercice 4, on était dans le cas d'une série convergente à terme positif et on s'intéressait au reste de cette série, reste qui a un sens puisque la série converge. Dans l'exercice 5, on a fait un lien entre suite et série, entre un qui est une suite et la série sigma des delta n, et pour étudier la suite un, on a étudié la série sigma des delta n. Donc des fois pour étudier une suite c'est plus facile d'étudier la série finalement. Et puis là, donc on change de cadre, on était sur une suite et sur une série à termes positifs d'ailleurs tout à l'heure, et là on change de cadre, on est sur une série alternée, puisque donc la série UN, donc comme je le dis dès le départ, elle est décroissante et tend vers 0, ça fait partie des hypothèses, et donc c'est difficile de ne pas être positif dans ces cas-là. Donc très clairement, la suite UN est une suite à termes positifs, et donc on est typiquement dans le cadre des séries alternées. On a une suite UK qui tend vers 0, enfin ou UN peu importe, qui tend vers 0 quand elle tend vers plus infini, qui est positive, et donc de signe constant, et on multiplie par moins 1 puissance k. Donc on a une série alternée. On sait, hein, d'après le cours, que une série alternée est une série qui converge. Alors la série converge, et donc justifie que c'est positif, bon bah c'est très clair, puis que, c'est bien puis que, hein, pas puisque S2n et S2n plus 1 sont adjacentes. Donc c'est un résultat du cours. Bon bah ça peut très bien arriver que vous ayez à redémontrer des résultats du cours, donc on va étudier S2n, la suite de termes général S2n. Donc quand on remplace petit n par n plus 1, c'est donc S indice 2 fois n plus 1, donc c'est S2n plus 2. Autre façon de se dire ça, S2n, les indices sont pairs, et donc l'entier pair qui est consécutif à 2n est 2n plus 2. Donc on étudie S2n plus 2 moins S2n pour voir la monotonie de la suite de termes général S2n. S2n plus 2 moins S2n en reprenant la définition de Sn, et donc en remplaçant n par 2n ici, on va avoir deux sommes qui se télescopent, et j'ai mis uniquement ce qui pouvait rester là, donc il reste uniquement dans le télescopage U2n plus 2 moins U2n plus 1. Comme la suite UN est décroissante, UE2n plus 2 est en valeur absolue, enfin même positive d'ailleurs, pas besoin de valeur absolue, est plus petit que U2n plus 1, et donc la différence est négative. Donc ceci permet d'affirmer que la suite de termes général S2n est décroissante. On fait la même chose avec la suite de termes général S2n plus 1. Donc là on a des indices impairs. L'indice impair qui suit 2n plus 1, le prochain impair après 2n plus 1 c'est 2n plus 3. Donc on regarde la différence S2n plus 3 moins S2n plus 1. C'est une différence de deux sommations, je n'ai pas écrit, j'écris directement
le résultat du télescopage de ces deux sommes. Donc moins U2n plus 3 plus U2n plus 2. Le U2n plus 3 est plus grand que U2n plus 2. Et donc la différence est positive. C'est ça, c'est possible ça? Est-ce que je ne me serais pas trompé dans cette histoire-là là? Ah, je crois j'ai inversé. Monsieur, la suite, elle est décroissante, du coup, U2N plus 3, Ouais, c'est ouais, plus ouais, non, j'ai proche de inversé les zéro. deux là. J'ai inversé les deux, hein, c'est ça, hein. U2n plus 2. Attendez. Ah non, 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 c'est bon, j'ai raison. U2n plus 1. Le 2n plus 1, l'indice 2n plus 1 est plus petit que 2n plus 2. Donc le U2n plus 1 est plus grand en valeur absolue que U2n plus 2. Donc c'est bien lui qui donne le signe. Et ici, l'indice 2n plus 2 est plus grand que l'indice 2n plus 3. Donc c'est U2n plus 2 qui est plus grand que U2n plus 3. Et donc c'est bien lui qui donne le signe. Donc c'est bien positif. Bon, ça m'étonnait quand même. Voilà. C'est parce que j'ai tendance à un peu trop à lire et pas forcément à réfléchir en même temps. Donc, on a bien une suite extraite d'indices pairs qui est... alors, l'indice pair, c'est celle-ci, donc elle est décroissante. La suite extraite des termes d'indices impairs est croissante. Et pour montrer qu'elles sont adjacentes, donc il faut regarder la différence. Évidemment, la différence, c'est S2n plus 1 moins S2n. À nouveau, il y a télescopage, il va rester moins U2n plus 1. Alors pourquoi moins? Eh bien parce que, par exemple ici, dans le télescopage, pour S2n plus 1, quand K vaut 2n plus 1, on a un moins 1 puissance 2n plus 1. 2n plus 1 étant impair, moins 1 puissance 2n plus 1 vaut moins 1. Donc c'est moins 1 fois U2n plus 1. C'est pour ça qu'on a moins U2n plus 1. Et puis tous les autres s'éliminent. Donc, puisque eh bien, la suite UN est décroissante, ça on s'en fiche, mais surtout elle est de limite nulle, donc c'est ça qui nous intéresse ici, et donc comme elle est de limite nulle, donc moins U2n plus 1 tend vers 0. Donc on a bien des suites adjacentes, hein, les trois critères sont vérifiés, l'une est croissante, l'autre est décroissante, la différence tend vers 0. Elles sont adjacentes, et le théorème du cours dit, si elles sont adjacentes, donc si elles vérifient la définition de être adjacent, alors, théorème, elles sont convergentes. Donc, et de même, elles convergent vers la même limite. Donc les deux suites extraites, celle d'indice impair et celle d'indice pair et celle d'indice impair, convergent vers la même limite. Donc on retrouve le fait que la série ou la suite Sn converge et donc la série des moins 1 puissance k uk converge. Voilà pour la question 1. Donc, en déduire que la série converge, bah, je viens d'y répondre. Hein. Les deux suites extraites d'indices pairs et impairs sont convergentes parce que adjacentes. Elles convergent vers la même limite. Ça ne suffit pas de converger, il faut que ce soit la même limite pour les suites extraites d'indices pairs et impairs. Et donc, la suite Sn converge vers cette limite commune. Alors, puis que, à nouveau, deuxième partie de la question, on majore le reste de la série. Donc ça c'est un résultat très très classique. Hein. On majore en valeur absolue, donc on a une série convergente, le reste existe, le reste de la série alternée existe, donc là on est sur le reste de la série alternée, et le reste d'une série alternée est majoré par le premier terme de la série alternée. Donc le terme étant positif, ici il n'y a pas besoin de mettre une valeur absolue, par contre le reste lui peut être négatif. Alors pour faire ça, j'ai eu une question hier, je crois que j'ai dû mettre la réponse, je crois que c'était Louis qui a posé la question, il me semble que j'ai mis la réponse de Louis à tout le monde, hein, parce que ça peut être intéressant. Donc là, l'idée, c'est comme on a, vous voyez, hein, on a dû passer par S2n et S2n plus 1, et une alternance de signes. Donc à nouveau, on va traiter deux cas. Donc le cas quand n est pair et le cas quand n est impair. Donc si n est impair, eh bien il existe un entier m tel que n s'écrit sous la forme 2m plus 1. Donc le reste, la somme de k égale n plus 1 plus l'infini, si n vaut 2m plus 1, c'est donc la somme pour k égale 2m plus 3 a plus l'infini. Alors non, pardon, k égale 2m plus 2 a plus l'infini. Mais ce que j'ai fait ici, c'est
je reprends. Je reprends là, ça sera peut-être plus simple. Je reprends le reste, donc le reste c'est la somme pour à partir de n plus 1. N vaut 2m plus 1, donc en fait on commence à 2m plus 1 plus 2, plus de 2m plus 1 plus 1, donc 2m plus 2. Je vais y arriver. On commence à 2m plus 2, et donc le premier indice qu'on rencontre est 2m plus 2. Donc le premier terme du reste est moins 1 puissance 2m plus 2, mais 2m plus 2 est pair, donc moins 1 puissance 2m plus 2, ça vaut 1, et donc c'est une fois u 2m plus 2. Et en fait, ce qu'il faut comprendre dans cette série alternée, alors je vais essayer de faire un dessin, ça va pas être évident du tout, j'ai un peu peur de faire un truc très moche, mais bon, je me lance quand même. C'est-à-dire que vous allez avoir donc une série alternée, donc ça c'est mon axe des abscisses, et les valeurs de la série, donc la série est décroissante à terme positif, donc on a un terme positif, puis quand on multiplie par moins 1 puissance k, donc le terme d'après en valeur absolue est un peu plus petit, donc on est à une distance plus proche de 0, et puis après le terme suivant encore, j'ai perdu mon stylo, comment je fais? Voilà, mon stylo va revenir ici. Le terme suivant est un peu plus petit pour en valeur absolue, puis le suivant est un peu plus petit, etc. etc. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le premier terme de la somme du reste de la série ici qui va donner le signe. En fait, et donc tous les autres comme ça continue à l'infini, hein, bien entendu. Voilà, il m'en manque un ici. Voilà. Et donc c'est le premier qui va donner le signe. Alors pourquoi est-ce que le premier donne le signe? Ah bah voilà, je peux effacer comme ça d'un coup. Donc pourquoi est-ce que le premier donne le signe? Je récupère ma souris. Alors on va le voir. Donc le premier terme c'est le u indice 2m plus 2 puissant fois moins 1 puissance 2m plus 2. Donc c'est le u indice 2m plus 2. Donc je l'ai isolé, celui-ci. Et donc ensuite, on a une somme de 2m plus 3 à plus l'infini, donc des autres. Et alors pourquoi est-ce que donc je disais qu'il va donner le signe, celui qui est devant? Parce que après, en fait, ce qu'on fait, c'est que eh bien, on les regroupe 2 par 2. On les regroupe 2 par 2, c'est-à-dire que le premier terme ici, c'est moins 1 puissance 2m plus 3 u 2m plus 3, plus moins 1 puissance 2m plus 4 u 2m plus 4. Alors, 2m plus 3 et 2m plus 4, on connaît leur parité, donc on sait ce que valent u 2m plus 3 moins 2m plus 4. Et donc cette différence-là, c'est la différence, en fait, il y a deux termes, hein, ces deux termes-là, et donc on peut les écrire comme une différence S2K plus 2 moins S2K. Voilà. Et ceci, puisqu'on connaît la suite des S indices d'un indice impair, on sait qu'elle est décroissante, si je ne dis pas de bêtises, et donc la différence est négative ici. Donc cette différence est négative, on a une somme, sommation là de termes négatifs, donc tout ceci est négatif. Et donc le u 2m plus 2 lui est positif, et donc comme je vous disais, tout ceci est négatif, on sait que le tout tend vers 0, donc c'est bien le u 2m plus 2 qui donne le signe, mais peu importe, le u 2m plus 2, donc on lui rajoute quelque chose de négatif, donc ça signifie que toute cette expression-ci, là, tout ce que je surligne ici, toute cette expression-ci, elle est majorée, elle est plus petite que u 2m plus 2, puisqu'on rajoute un terme négatif à u 2m plus 2. Donc elle est majorée par u 2m plus 2, et donc on peut la majorer par u 2m plus 2, et u 2m plus 2, c'est exactement u indice n plus 1. D'où la majoration dans le cas où n est impair. Et puis dans le cas où n est pair, alors après c'est exactement le même raisonnement, hein. N est pair, donc j'ai posé petit n égale 2m, et donc si petit n égale 2m, j'ai sorti le premier terme, donc on va sommer hein, à partir de 2m plus 1, donc j'ai sorti le premier terme qui est u indice 2m plus 1, mais attention, il y a un moins 1 puissance 2m plus 1, donc un moins finalement u 2m plus 1. Tous les autres termes, on les regroupe 2 par 2. Et 2 par 2, donc ça nous donne du S2K plus 3 moins S2K plus 1 par exemple. Alors si ça vous embête de voir ça, ce que vous pouvez faire, hein, c'est l'écrire en extension, c'est-à-dire que vous allez écrire
ici, alors attention que je fasse pas de bêtises, donc on commence à u 2m plus moins u 2m plus 1, donc après on va avoir plus u 2m plus 2 moins u 2m plus 3. Ça c'est le premier. Puis après, plus u 2m plus 4 moins u 2m plus 5. C'est le deuxième. Plus u 2m plus 6 moins u 2m plus 7. C'est le troisième. Et ensuite, plus u 2m plus 8 moins u 2m plus 9, etc. etc. Voilà, on fait des paquets de 2. On peut l'écrire comme ça en extension, plus 3 petits points. Et donc ces paquets de 2, à chaque fois, ce sont des paquets de 2 là, qui sont égaux à ce que j'écris ici, et donc qui sont positifs. Et donc là, on a un terme négatif, on rajoute quelque chose de positif, et donc c'est un petit peu plus grand que le moins u 2m plus 1, mais quand on prend la valeur absolue, on prend l'opposé, et donc on a une majoration, c'est donc un peu plus petit, donc l'opposé est plus petit que u indice 2m plus 1, et u indice 2m plus 1, c'est exactement u indice n plus 1. Voilà donc la majoration dans les deux cas par le premier terme. Le reste donc est majoré par la valeur absolue du premier terme, donc la valeur absolue de moins 1 puissance n plus 1 u indice n plus 1. Donc en fait majoré par u indice n plus 1. Oui, je vois une question. Ilona, je t'écoute. En fait, je comprends pas le regroupement avec les S de K plus 3 et S de K plus 1. Oui, c'est une série télescopique en fait ici, hein. Et donc le S de K plus 3 moins S de K plus 1, en fait, il va rester, puisque le S est une somme partielle, il va rester uniquement les deux derniers termes de la somme S de K plus 3. Donc c'est pour ça qu'on a en fait, il va rester uniquement deux termes. Alors S2K plus 3 moins S2K plus 1, on l'avait exactement, voilà, c'est lui là. Donc quand on somme, tu vois, il va rester uniquement deux termes. Et justement, ces deux termes-là, on connaît leur signe, enfin on connaît la... Donc il y a une différence, hein, puisque à cause des moins 1 puissance 2n plus 3 est négatif, et le moins 1 puissance 2n plus 2 est positif, donc les moins 1 disparaissent, on a le signe exactement. Et donc on connaît le signe de cette différence. C'est positif. Et donc le S de K plus 3 moins S de K plus 1 est positif. Voilà, c'est toute l'idée en fait, elle est là. C'est-à-dire que la somme ici, donc je peux remplacer par exemple ici le n par 2m, donc on a une somme de 2m plus 1 plus l'infini. Et donc cette somme, si tu veux, moi je vous conseille, si vous ne voyez pas, de l'écrire en extension. Donc si vous l'écrivez en extension, on va commencer par moins u2m plus 1. Et après, comme je disais, on les écrit plus, et puis après on va en mettre deux entre parenthèses, plus on va en mettre deux entre parenthèses. Alors les deux premiers dans la parenthèse, ça va être plus u2m plus 2 moins u2m plus 3. On ferme la parenthèse. Plus un autre bloc là, u2m plus 4 moins u2m plus 3, 5 entre parenthèses, etc., etc. Et toutes ces parenthèses correspondent exactement évidemment à cette différence-là, et toutes ces parenthèses sont positives. Donc on maîtrise le signe. Ça va mieux comme ça? Oui, merci. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions ou pas?